La 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a refermé ses portes hier. C'était en présence des deux chefs d'État, Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Plusieurs accords de coopération entre les deux pays ont été signés. Dans l'actualité également, les pays de l'UEMOA veulent faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement une réalité. Et c'est la principale résolution prise par le Conseil des ministres en charge de l'eau de l'espace communautaire qui se sont retrouvés à Dakar. Ce conseil a donc lancé la phase 2 du programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. Et puis à l'étranger, le pape François en visite en Pologne a visité l'ancien camp d'extermination nazi. Il a échangé avec les rescapés de ce camp avant de se recueillir dans la prière et comme à son habitude, il a plaidé pour que le monde change de regard à l'endroit des personnes exclues et les réfugiés. Voilà qui fait la une de ce 13h15 sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Une coopération renforcée entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire avec à la clé 13 accords signés. C'est la moisson du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré ont pris l'engagement d'œuvrer pour la concrétisation des accords qui ont été signés au bonheur des peuples ivoiriens et burkinabés. Gérard Somé, Jérémy Sié et Koulibaly. Paris tenu pour la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Tous les grands projets structurants, notamment dans le secteur du transport et de l'énergie, ont été évalués et les accords déjà signés dans divers domaines de coopération révisités. La tenue de cette session est un moment important dans le renforcement de l'axe Ouagadougou-Abidjan. Cette coopération, nous la voulons dynamique, fertile et soucieuse des intérêts de nos peuples respectifs. J'ai la ferme conviction qu'au sortir de cette rencontre, l'impulsion que nous venons de donner à notre partenariat sera maintenue et se renforcera davantage. Pour sa part, le gouvernement burkinabé ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre diligente des décisions et recommandations arrêtées de commun accord. Les engagements dont il est question portent sur la signature de nouveaux accords de coopération, 12 au total au plan bilatéral, plus un accord tripartite incluant CETA-RAI et relatif à la fluidité des transports ferroviaires. S'agissant des 12 accords bilatéraux, ils touchent à la facilitation du commerce, du transport et du transit sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. D'autres domaines de coopération, comme l'enseignement technique et la formation professionnelle, la culture et le tourisme, la traite transfrontalière des enfants, ont également fait l'objet d'accords. Des engagements ont aussi été pris dans le domaine de la recherche scientifique et agronomique. Je me félicite de notre détermination à traduire en actes les projets d'intégration en cours, dont l'un des objectifs est de doter nos pays d'importantes infrastructures de base. Il nous faut donc intensifier et accélérer les actions pour la mise en œuvre et l'achèvement des projets dont la réalisation est très attendue de nos populations. Nous sommes soucieux de mener à bien nos projets communs de développement pour la prospérité de nos deux pays dans la dynamique du développement prôné par la CEDEAO et l'Union africaine. La conférence est achevée avec ses engagements renouvelés de bâtir ensemble une communauté de destin plus forte et plus prospère. Et rendez-vous est pris pour le 6e TAC en juillet 2017 à Ouagadougou. L'un des grands volets de ces accords de coopération est sans doute l'économie. Désormais, les activités de la Chambre de commerce du Burkina devront bien se dérouler en territoire ivoirien. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé un accord à ce sujet. Les questions foncières ont également fait l'objet d'accords entre Ivoiriens et Burkinabés. Des précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Nyarki Teda. Par cette signature, Alpha Bari, ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina, et son homologue ivoirien mettent en route l'accord de facilitation des activités de la Chambre de commerce du Burkina en Côte d'Ivoire. C'est l'une des avancées de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC.
Le texte, qui était en souffrance depuis 5 ans, est favorablement accueilli par la communauté des hommes d'affaires burkinabés. Vous savez que ce n'est pas facile pour un opérateur économique d'être entre les deux pays. Mais s'il y a la confiance et vraiment il y a l'assurance, ça te pousse vraiment sur toutes les lignes à avoir vraiment des opportunités et encore à avoir vraiment la confiance, surtout les patriotes burkinabés qui vivent au Burkina. Donc vraiment on est très ravis et nous demandons à nos partenaires ou bien à nos autres compatriotes burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire d'oser quand même mettre un pied en Côte d'Ivoire parce que ça fait beaucoup de choses, ça fait évoluer le pays et ça fait quand même donner la chance à d'autres burkinabés qui vivent ici. Le sommet des chefs d'État s'est aussi appesanti sur les questions foncières. Ivoiriens et burkinabés s'accordent sur l'évacuation du Mont Péco et de toutes les aires protégées illégalement occupées notamment par des migrants burkinabés. C'est vrai que nos parents vivent dans une forêt classée, mais pour certains, ils se retrouvent dans cette forêt classée par erreur, par ignorance. Voilà, vous voyez un peu, certains ont été induits en erreur, mais aujourd'hui, si l'État ivoirien vraiment décide de demander à tous ces occupants de sortir du Mont Péco, nous acceptons cela, mais seulement nous demandons toujours au gouvernant de permettre à ce que vraiment les gens puissent vraiment être évacués de manière pacifique et que vraiment il n'y a pas vraiment d'action qui pourra amener nos deux peuples encore à avoir des regrets. La dynamique d'ITAC plaide pour la mise en place d'un comité de coordination et de suivi post-évacuation. Il aura en charge l'évaluation des besoins des personnes déguerpies. Retour au Burkina Faso pour dire que le café Cappuccino, qui avait été la cible d'attaques terroristes, va bientôt renaître de ses cendres. Les travaux de rénovation ont démarré ce matin sur l'avenue Kwame Nkrumah. Le propriétaire compte sur l'appui du gouvernement pour achever les travaux dans le délai fixé. La réouverture du Cappuccino devrait intervenir le 15 janvier prochain, date anniversaire de l'attaque terroriste. Issa Ouedraogo, Frédéric Etienne Bassenga. Le cappuccino de nouveau lieu de vie, voilà ce que Gaetano, le propriétaire, espère en posant cette brique en compagnie du ministre Bonani. Avec le soutien du gouvernement, il s'est donné moins de 6 mois pour que ce lieu de recueillement laisse la place au café qu'il était. Car c'est le 15 janvier prochain, date anniversaire du drame, qu'il compte rouvrir. Je remercie les autorités de l'accompagnement qu'ils nous donnent pour réaliser cela. J'espère qu'on va tenir les délais. Après avoir réaffirmé le soutien du gouvernement, Maurice Bonani a tenu à rassurer, le gouvernement mettra tout en œuvre pour ne plus voir de tels drames. Le gouvernement, comme il l'a affirmé à plusieurs reprises, prend et continuera de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des biens et des personnes, afin que nous puissions vaquer tranquillement à nos activités économiques. Mais pour cela, le gouvernement a besoin du soutien de vous tous. Au début de cette cérémonie, une minute de silence a été observée à la mémoire des hommes et des femmes qui ont perdu la vie dans ce café. Direction à présent Bobo Dioulasso, où des députés étaient en formation cette semaine sur le budget programme. Il s'agit des députés membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Cette formation va leur permettre de bien assurer leur mission de contrôle des finances publiques. La formation est organisée avec le soutien de la GIZ, la coopération allemande au développement. Karim Ilboudo et Karim Sissi. Le budget programme devrait être une réalité à l'horizon 2017 dans l'espace UEMOA. C'est l'engagement pris par les pays membres de cette union depuis 2009. Et pour permettre au Burkina Faso d'être au rendez-vous, les députés membres de la Commission des finances et du budget et les assistants parlementaires de la 7e législature sont ici à Bobo Dioulasso en formation. Le budget programme, c'est un concept qui met d'abord les résultats en avant par rapport aux moyens qu'on met à disposition des services. C'est le résultat d'abord. Qu'est-ce qu'on veut atteindre, comment on veut l'atteindre et avec quoi on va l'atteindre. Le rôle du député, c'est justement le contrôle de l'action gouvernementale. Pour contrôler l'action de quelqu'un, il faut comprendre bien ce qu'il fait. Si les députés ne connaissent pas, ne comprennent pas ce que c'est que le budget programme, le contrôle sera difficile. Quand
ce cadre harmonisé des finances publiques a été adopté en 2009, le premier réflexe du Conseil des ministres de l'UEMOA, c'est de demander à la Commission d'élaborer un programme d'appui. Et parmi les 6 composantes, la composante majeure, c'est la composante formation. Comme l'a dit le président de la Confit tout à l'heure, pour bien appliquer les dispositions, il faut les comprendre. Donc la session de formation vraiment vient à propos pour permettre aux différents députés de permettre de comprendre donc, ces réformes. Pendant 3 jours, les participants vont échanger autour des thèmes tels que la gestion axée sur les résultats, la performance du budget programme et le renforcement du contrôle parlementaire. Désormais, avec le budget programme, il y a un certain nombre de documents qui permettent en fait une meilleure lisibilité, un meilleur contrôle de l'action gouvernementale par, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Au sortir de cette rencontre de Bobo Dioulasso, les députés membres de la Commission des finances et du budget et les assistants parlementaires devraient être mieux outillés sur les enjeux du budget programme. La responsabilité des parents face à l'incivisme grandissant et à la violence en milieu scolaire. C'est sous cette thématique que l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur tient son congrès ordinaire. Ce congrès a débuté hier dans la capitale burkinabé. Ce sera également le cadre pour faire le bilan des 4 années d'activité de l'UNAPES. Retour sur la cérémonie d'ouverture dans ce reportage de Yacouba Gamene et Nathalie Sawadgo Nabalou. Face à l'incivisme grandissant en milieu scolaire, les parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme. L'éducation des enfants à l'école incombe à tous et à chacun d'assumer sa responsabilité. La violence que l'on voit aujourd'hui, l'éducation des enfants, où sont les parents? Tout commence à la maison. Donc, nous sommes responsables en partie de ce qui se passe aujourd'hui. Nous-mêmes, les grandes personnes, nous sommes responsables. Toutes les sociétés sont responsables. Il y a des actions qui sont posées par des personnes, par des parents même. Ce n'est pas un exemple. L'enfant imite ce que le parent fait. À ce congrès ordinaire de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur, la question du financement des examens blancs est aussi mise sur la table des réflexions. Il y a des crises un peu partout. Soit qu'il n'y a pas eu d'examen blanc, soit qu'il n'y a pas eu de paiement de professeurs, soit que, en tout cas, il y a trop de problèmes. En principe, selon les textes, il n'y a que 40% des recettes de chaque APE qui est reversé au comité de gestion pour le fonctionnement de l'établissement. Mais aujourd'hui, nous faisons tout, presque les 100% reviennent à l'établissement. Il est question ici pour ces parents d'élèves de trouver une thérapie aux maux qui minent aujourd'hui l'école burkinabé. Le renouvellement du bureau national est aussi au programme. Les acteurs du monde de l'éducation privée sont également en congrès à Ouagadougou, un congrès initié par l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque. Et ceux qui prennent part à ce congrès discutent sur les défis à relever dans le domaine de l'enseignement privé au Burkina Faso. L'ambition, c'est d'amener les écoles privées à contribuer davantage à une éducation de qualité. Issa Kafando, Samira Toussana et Bouma Ernest Nebi. Tous issus d'établissements privés laïques du Burkina, ils sont réunis pour discuter des problèmes qui minent le secteur de l'éducation. Au centre de leurs préoccupations, l'examen des défis et des perspectives pour entreprendre dans le secteur privé de l'éducation au Burkina. Il faudrait que les acteurs, les enseignants et l'ensemble du personnel puissent travailler dans la dignité dans le secteur privé de l'éducation. Mais il y a des questions de fiscalité, il y a l'ensemble du management qu'il faut rénover. Parce que nous considérons que les établissements privés doivent être gérés comme il se doit, c'est-à-dire des entreprises qui doivent se saisir de l'ensemble des opportunités qui peuvent être dans leur environnement. Ce 13e congrès de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque va durer 3 jours avec en ligne de mire la professionnalisation de l'enseignement privé au Burkina. C'est un message d'encouragement pour tous ceux qui s'engagent dans la réflexion de laquelle nous attendons des recommandations fortes pour nous aider à relever les défis de l'enseignement au Burkina Faso. L'enseignement, tous ordres confondus,
est aujourd'hui au cœur de nombreux défis. Et s'il n'y avait pas l'enseignement privé au Burkina Faso, notre offre éducative serait maigre. Ce grand rendez-vous des acteurs de l'éducation privée laïque du Burkina est un cadre d'échange qui va permettre de réfléchir sur les conditions d'un entrepreneuriat utile dans le domaine de l'éducation et de la formation. Il marque par ailleurs la fin du mandat du bureau sortant. Dans l'actualité également, le contingent militaire 2016 de Bobo Dioulasso a achevé sa formation. Ce sont plus de 1000 soldats qui sont désormais aptes à intégrer les rangs de l'armée burkinabé. Ils ont été formés dans divers domaines de l'armée tels que la formation militaire générale et la mission opérationnelle. Ces soldats ont reçu leurs épaulettes hier vendredi en présence des autorités militaires et administratives des Hauts-Bassins. Le reportage de Marthe Zerbo et Moumouni Barou. Présentation du drapeau aux engagés du contingent 2015. Ils sont 1086 soldats prêts à défendre la nation après 6 mois de formation pour acquérir le savoir-faire et le savoir-être d'un militaire. L'accent a été également mis sur l'éthique, la morale, l'endurance, bref, toutes les qualités qui font un bon combattant. La formation s'est très bien passée. Il y a eu des moments pénibles, mais on s'est en sorti à travers la solidarité et la discipline. Le commandement, durant la cérémonie, a exhorté les soldats à relever les défis sécuritaires qui demeurent une préoccupation majeure, tout en les félicitant pour avoir franchi les différents obstacles. Notre mission, en tout cas, c'était de les transformer de jeunes civils à de bons soldats, de bons combattants et en de bons citoyens. Et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes satisfaits en tout cas du niveau qu'ils ont atteint. Le Burkina est confronté un peu partout, comme les autres pays aussi de la sous-région, au phénomène aussi du terrorisme. Donc nous avons donc pris en compte cela en intégrant en tout cas un certain nombre de modules au niveau de la formation pour les réorienter afin qu'ils puissent être aussi aptes aussi à faire face aussi à ces nouveaux défis-là, ces nouvelles menaces-là. En plus des démonstrations, le défilé au son de la fanfare était aussi au milieu de la cérémonie. Une cérémonie au cours de laquelle civils et militaires ont eu l'occasion de fortifier le cordon ombilical entre les forces armées et la nation. Faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement une réalité dans les États membres de l'UEMOA, c'est la principale résolution prise par le Conseil des ministres en charge de l'eau de l'espace communautaire qui se sont retrouvés à Dakar. Ce conseil a donc lancé la phase 2 du programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. Les ministres en charge de l'eau de l'espace UEMOA se sont aussi engagés à suivre de près la mise en œuvre du programme. Jean-Hugues Bayala, Monkoun Dabiri. Les ministres en charge de l'eau de l'UEMOA ont réaffirmé leur volonté de faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement une priorité de l'espace communautaire. Ils se sont engagés à prendre les dispositions pour la réalisation du projet. Les participants ont par ailleurs formulé des recommandations à l'endroit des acteurs en vue d'une bonne exécution des travaux. Les ministres ont exprimé leur satisfaction sur les résultats de la réunion et ont félicité la commission de l'UEMOA et la Banque islamique de développement pour cette initiative visant l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6 relatif à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ils se sont félicités de l'engagement des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA pour le développement socio-économique de l'espace communautaire avec un accent particulier pour le milieu rural. Le programme sera exécuté par des unités nationales de gestion avec l'accompagnement technique des ministères en charge de l'eau. Et les États recevront chacun une allocation de 7 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement, exception faite de la Guinée-Bissau qui, elle, sera entièrement financée par la commission de l'UEMOA. Ces 7 milliards vont nous servir à réaliser environ 20 000 latrines, toutes natures confondues, à réaliser 120 forages équipés de pompes à motricité humaine et à réaliser 19 AIPS. En même temps, c'est aussi une contribution à la mise en œuvre des programmes nationaux que nous venons d'adopter à travers notre occasion des 2 derniers jours. Les ministres ont souhaité que soit initiée une 3e phase du programme pour prendre en compte le maximum de populations en milieu rural.
Ils ont en outre exprimé le désir de voir la coopération BID-UEMOA s'étendre à d'autres secteurs de développement. À Bobo Dioulasso, des agents formateurs sur la gestion des pesticides ont suivi une séance de recyclage. Une séance qui a duré 5 jours et qui a porté sur les bonnes pratiques dans l'utilisation des pesticides afin de minimiser les risques. Elle a été initiée par le PAFASP, le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales en collaboration avec la Direction générale de protection des végétaux. Et pour la phase pratique de cette formation, les participants se sont rendus sur une exploitation agricole pour un partage d'expérience. Bitibie Nao, Sirik Milogo et Ahadi Sandamba. Nous sommes ici dans l'exploitation de la Sinasano à Dafiso. Le producteur reçoit la visite du PAFASP, le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales. Une visite qui marque le deuxième acte de la formation recyclage des formateurs sur la gestion des pestes et pesticides. D'une superficie de 12 hectares, l'exploitation est constituée d'un verger de mangue et de la culture de légumes. Le recyclage, c'est pour leur permettre d'avoir plus de connaissances sur le sujet et aussi, surtout, des connaissances pratiques sur le terrain, côté reconnaissance des nuisibles, les produits qu'on doit utiliser pour les éliminer, passant par la lutte biologique, l'utilisation des pesticides, mais de façon rationnelle. Cette visite de terrain au profit de 110 agents formateurs de l'agriculture, des ressources animales et de l'environnement est un cadre de partage d'expérience. Avec la sortie et la formation que nous avons réussi, ça va nous permettre de conseiller nos producteurs que nous encadrons sur le terrain. Parce que comme on a déjà vu l'expérience, les cultures ici, que nous savons à peu près les produits qu'on doit utiliser pour ces traitements-là. Venus de la boucle du Mouhoun, des cascades et bien entendu des hauts bassins, les participants serviront de relais pour une large diffusion de connaissances acquises. Le PAFASP, mis en œuvre depuis 2007, entend ainsi prévenir ou encore atténuer les effets négatifs de l'utilisation des pesticides sur l'environnement. Les États membres de l'espace CEDEAO sont préoccupés par le management de qualité dans le secteur pharmaceutique. Une rencontre de sensibilisation se tient à Ouagadougou au profit des acteurs clés de ce secteur. Et cette sensibilisation porte sur les exigences des normes ISO dans le domaine de la pharmacie. La rencontre de Ouagadougou réunit les représentants des 15 États membres de la CEDEAO, Issaka Ouedraogo et Kadi Sanogo. Le secteur pharmaceutique constitue l'une des priorités de la commission de la CEDEAO. C'est dans cette optique que cet atelier est organisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme Système qualité de l'Afrique de l'Ouest, qui est l'un de ses programmes majeurs. Un atelier régional qui réunit les représentants d'organismes nationaux en charge du contrôle des produits pharmaceutiques des 15 États membres de la CEDEAO. Il a pour objectif de sensibiliser au management de la qualité des personnes ressources clés intervenant dans le processus d'inspection dans le secteur pharmaceutique. Au niveau de la région, nous sommes en train de mettre en place un système qualité régional avec pour objectif principal de protéger les consommateurs, avec pour objectif principal d'aider les entreprises à produire la qualité, avec pour objectif principal d'aider les institutions régionales, les institutions gouvernementales, n'est-ce pas, qui doivent encadrer la qualité à être renforcées, avec aussi pour objectif n'est-ce pas, de renforcer la gouvernance générale même de la qualité. Et ces opérations sont tellement complexes et tellement coûteuses qu'un seul pays ne peut pas les réussir. Cette rencontre permettra aux participants d'être aptes à contribuer efficacement à l'inspection et au contrôle des produits pharmaceutiques dans leurs états respectifs. Les données médicales des patients sont des données personnelles et très sensibles. Comment éviter que ces données ne tombent entre les mains des pirates des technologies de l'information et de la communication? La question est au centre d'une campagne de sensibilisation qui cible les personnels des laboratoires d'analyse médicale. Cette campagne est organisée par la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, Moussa Ouedraogo et Omar Zombri. Protéger les données personnelles et la vie privée des patients à l'aide du numérique, c'est sur ce thème que sont sensibilisés les responsables et personnels de laboratoires d'analyse médicale.
Une sensibilisation rendue nécessaire au regard de l'exploitation croissante des technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la santé. Dans le secteur médical, on collecte des données sur les citoyens. Or, ces données sont extrêmement sensibles. Voilà pourquoi ceux qui manipulent ces données qui sont très sensibles doivent comprendre quelle est la philosophie de la loi, quelles sont les dispositions à prendre afin de ne pas violer la vie privée, ni surtout le secret professionnel comme ils le savent. Dans le dispositif réglementaire qui organise le fonctionnement de ces laboratoires, il y avait la question de la gestion des données des patients. Les technologies de l'information et de la communication sont source d'innovation et concourent à l'amélioration des prestations dans le domaine de la santé. Cependant, la prudence est démise car les pirates ne sont pas loin. Comme mesure, il faut dire qu'à l'approche individuelle, chaque citoyen doit chercher à avoir des antivirus, à protéger ses machines. Et niveau organisationnel, il serait conseillé que les gens travaillent à crypter les informations qu'ils ont. La Commission de l'informatique et des libertés CIL, initiatrice de ce séminaire, a aussi invité les participants à se méfier de certains logiciels et applications gratuites trouvées sur le net, car ce sont souvent des outils utilisés par les cybercriminels. Actualité hors du Burkina Faso pour terminer cette édition. Le pape François, en visite en Pologne, a visité l'ancien camp d'extermination nazi. Il a échangé avec quelques rescapés de ce camp et comme à son habitude, il a plaidé pour que le monde change de regard à l'endroit des personnes exclues et des réfugiés. Les autres papes venaient visiter le camp. Celui-ci vient pour rencontrer les rescapés. Voilà les mots de Janina Iwanska, 86 ans, survivante du camp d'Auschwitz. Pour son 3e jour en Pologne, François s'est rendu dans l'ancien camp d'extermination nazi, là où plus d'1 million de personnes sont mortes durant la Seconde Guerre mondiale. Comme Jean-Paul II et Benoît XVI avant lui, le pape François a échangé quelques mots avec 12 rescapés, des Polonais, des Juifs et des Roms. Il a passé un long moment à se recueillir dans la prière. Après un passage au mémorial de Birkenau, il s'est ensuite rendu dans le grand hôpital pédiatrique de Cracovie à la rencontre des jeunes patients et de leurs familles. Le souverain pontife a, comme à son habitude, fustigé la culture du rebut qui touche les personnes les plus fragiles. En fin de journée ce vendredi, devant des centaines de jeunes réunis pour les Journées mondiales de la jeunesse, le pape a lancé un vibrant plaidoyer pour les exclus et les réfugiés. La crudeltà non è finita. La cruauté ne s'est pas arrêtée à Auschwitz et à Birkenau. Encore aujourd'hui, tant de personnes sont torturées, a-t-il déclaré, faisant référence aux hommes et aux femmes dans des prisons surpeuplées, traités comme des animaux. Celui qui a invité 3 familles de musulmans syriens au Vatican a adressé toute son affection et sa sympathie à ses frères syriens qui ont fui la guerre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end en compagnie de la RTB.